Comment apparaître en haut de la première page de Google? Il est temps de donner au SEO ses lettres de noblesse. Bonjour et bienvenue sur ASAP. Cette semaine, nous allons parler SEO comme Search Engine Optimization, ce qui signifie en français optimisation pour les moteurs de recherche comme Google. Mon invité s'appelle David Eichholzer, il est président de l'agence WAM qui aide les marques à développer leur visibilité naturelle par le SEO. David va nous raconter son parcours, il va partager avec nous sa vision du SEO et enfin nous expliquer les révolutions à venir dans le domaine. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. Moi, je suis David Eichholzer, j'ai 44 ans et je suis président de l'agence WAM, dont le métier est la visibilité naturelle des marques, organisée autour de 4-5 expertises. Le SEO, l'éditorial, les relations presse, l'UX et la data. Je découvre le SEO durant mes études supérieures à Grenoble. Il y avait une junior entreprise en marge des cours. C'est une boutique en ligne. Là, on est en 99, donc ça ne rajeunit pas, effectivement. Et en fait, je découvre un groupe, on me dit c'est le référencement naturel. Et à l'époque, référencement naturel, c'était synonyme de visibilité dans Alta Vista. Donc là non plus, ça ne nous rajeunit pas. Il n'y a pas encore Google. Il arrivait un an plus tard en France. Et en fait, dans cette junior entreprise, je découvre ce métier très ludique. Je suis plutôt un fan de jeux vidéo. Je trouvais qu'il y avait du challenge et derrière, on devait apparaître en haut des résultats avec, en créant un certain nombre d'actions. Là, on me met entre les mains le bouquin d'Olivier Andrieux, qui exerce toujours encore, qui est un peu le pape du SEO en France. Il ne m'en voudra pas de l'appeler comme ça. Je crois que c'est son joli surnom. Et voilà, et donc c'est là que je découvre. Et en fait, j'ai pu quitter cette spécialité depuis lors. J'ai tenté, hein, mais j'ai fait un master e-commerce après ça à Strasbourg pour finir mes études. J'avais trouvé un stage, comme je faisais ça en alternance, dans une agence alsacienne à Mulhouse, qui était déjà sur ce métier en 99. C'était assez étonnant à l'époque. Et c'est là que j'ai vraiment fait mes premières armes. Après 2-3 ans, l'agence dans laquelle on me fait confiance là en 2000, au départ de mon mentor sur le métier, au bout de 2-3 ans, mon patron me confie les rênes du pôle SEO. Et puis ce pôle grandit jusqu'à 12 personnes. Et c'était une équipe multilingue qu'on avait construite en anglais, en allemand, en chinois, en japonais, en espagnol. L'Alsace, c'est une terre de passage. Il y avait pas mal de monde et mon patron était plutôt visionnaire parce qu'il avait compris que nos clients trouveraient la rentabilité de leur modèle en ligne sur des projets à l'échelle européenne et ça avait bien pris. Donc c'était super intéressant. Ça m'a donné faim et au bout de 7 ans, moi j'avais un peu la bougeotte et je défrichais à 26-27 ans Paris pour l'agence. Et puis là, c'est là que j'ai fait une rencontre en fait avec Nicolas Vieuloup on le verra plus tard, est devenu mon associé maintenant dans le groupe que je dirige aujourd'hui, mais qui avait fait le même master que moi à l'EM Strasbourg. 1 ou 2 ans après, moi je donnais les cours de SEO. Et puis ça a été une rencontre assez charnière parce que finalement il a fait appel à moi 2 ans après. Je crois que là on est en 2006 pour une consultation SEO pour son employeur de l'époque, qui n'était probablement pas étranger non plus et qui s'appelle alapage.com. Voilà. Et arrivé chez alapage.com, là je me mets une pression immense parce que je suis le provincial qui débarque à Paris, enfin à Villiers-sur-Marne, et je découvre une start-up, un pure player e-commerce, du e-commerce, adossé à Orange, et France Télécom e-commerce à l'époque. Et c'était un peu le Graal pour le jeune SEO que j'étais. C'est vraiment ce qu'on pouvait trouver de meilleur. Et c'est une fois de plus la grande confiance qui m'est accordée par toutes les personnes qui m'ont entouré chez Alapage
que la vraie aventure a démarré pour moi. Voilà, donc Nicolas, appuyé par ses boss de l'époque, me débauche. Là, j'initie d'abord avec mon agence, puis finalement, on me débauche. Moi, je voulais pas être salarié, alors il m'a dit, crée ta structure et viens. Bon, c'est ce que j'ai fait en créant WAM. Et voilà, et WAM, ça n'avait pas d'autre velléité que d'être moi à l'envers, en fait. Hein, voilà, parce que j'étais freelance. Et on a gardé le nom parce que ça sonnait bien. Voilà, j'entre là, j'ai mon premier contrat annuel. Et là, je me retrouve enfin de l'autre côté du comptoir, si je puis dire, hein, parce que j'étais chez l'agence avant. Là, je me retrouve chez Annonceur. Et là, c'est une expérience géniale qui s'ouvre parce que, en fait, je vais pu approfondir tous les aspects de mon travail et à fond, les pousser à fond. Grande liberté de travail qui m'est laissée et qui me permet de créer un groupe projet transverse qui inclut les product owners là, de chaque rayon, livres, jeux vidéo, musique, l'IT, le marketing, vraiment transverse. Et là, on a pu imbiber tout ce monde, même le top management du SEO. Et c'est là que ça a créé des super résultats. On a fait des ateliers d'acculturation, et ça, on a conçu des actions ensemble avec le concours de chacun. Et là, j'ai commencé à toucher du doigt les vertus du travail collaboratif. Et ça m'a ouvert vraiment des horizons et ça a permis vraiment de pousser le métier beaucoup plus loin. L'aventure à la page, elle s'est arrêtée, par contre, en 2009, si je ne me trompe pas, avec le rachat de la structure par Rue du Commerce. Et puis voilà, mais là aussi, c'était charnière parce que tous les contacts que j'avais noués durant ces 3 ans vraiment denses, les gens que j'avais découverts là-bas, finalement, sont tous revenus vers moi. Et puis là, WAM a pris son envol, en fait. Hein, donc, chacun a été disséminé dans d'autres structures. Et puis, on n'a jamais lâché le cordon. Et la preuve en est, puisqu'on se parle aujourd'hui, toi et moi, et on s'est rencontrés là-bas aussi. Et c'est le cas avec d'autres personnes, ils se reconnaîtront, qui m'ont fait travailler avec des belles marques comme Viadeo, Bellambra et d'autres. Voilà. Donc 13 ans après, 14 ans, puisqu'on est en 2022 bientôt, WAM, c'est 80 clients, un métier, la visibilité naturelle, 4 expertises, data, SEO, édito, RP, même l'UX d'ailleurs. On fait un peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a opéré une levée de fonds cette année, pour en reparler. On est à peu près on est 52 personnes à ce jour. Voilà, avec la volonté d'incarner la référence dans notre industrie par la qualité de l'expertise, j'insiste là-dessus, et pas forcément par la taille. Le SEO, c'est Search Engine Optimization, donc optimisation, un certain nombre d'actions de la présence dans les moteurs de recherche. En gros, Google, puisque en 90-95% des cas dans le monde, c'est Google. Évidemment, ça n'aurait échappé à personne. Et en fait, c'est une définition qui a évolué parce que, en fait, notre rôle, c'est pas simplement d'être présent lorsqu'un mot-clé est tapé par quelqu'un et se retrouver en tête du moteur. En fait, on met en relation des marques avec leurs utilisateurs, avec leurs futurs clients, pour que se crée une rencontre, en fin de compte, autour des besoins des uns, ce sont les utilisateurs, et une expérience utilisateur, une expérience d'achat de l'autre. Là, ce sont les marques. Donc, et ça, c'est vraiment le changement. Et pour ça, on met en œuvre un ensemble d'actions concrètes, techniques, éditoriales, de relations presse, d'UX, organisées, priorisées selon une stratégie que l'on aura définie au préalable. Et c'est cette stratégie qui va créer la croissance, la progression attendue par nos clients face à leurs concurrents. Donc, on est bien loin de l'approche technico-technique d'il y a quelques années. Le SEO, c'est Search Engine Optimization, donc optimisation, un certain nombre d'actions, de la présence dans les moteurs de recherche. Déjà, je pense que le SEO seul, qui est rattaché à l'aspect technique historiquement, finalement est un peu étriqué aujourd'hui. On préfère parler de visibilité naturelle. Donc, entendez par naturel, organique, donc plutôt durable, bien sûr, si on fait un peu une traduction littérale anglaise.
mais aussi qui va chercher plus loin que uniquement Google et la technique donc. Et pour nous, en fait, c'est avant tout une affaire de marketing, cette visibilité naturelle. Encore une fois, la technique, historiquement, c'était le cœur de notre métier, il y a 20 ans et jusqu'à il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est un ingrédient et c'est plus la recette. La recette est vraiment marketing. Alors, si on est un peu plus concret, qu'est-ce que ça veut dire, la recette et marketing? Ça veut dire que finalement, on s'intéresse d'abord à notre client, à sa proposition de valeur, à ses produits, à ses clients, finalement à son écosystème, donc ses concurrents, dans lequel on vient le situer. Et à partir de là, on sait où le client en est et quel potentiel de progression il a à disposition pour les 2-3 prochaines années. Donc on a des outils qui nous permettent de collecter beaucoup de data aujourd'hui et de modéliser des choses pour avoir des repères concrets. Ça a aussi beaucoup évolué ces derniers temps. Et pour un marketeur en 2021, c'est l'idéal et c'est plutôt ce qu'il attend. Donc pour réussir à faire cela, c'est plus simplement aujourd'hui un expert SEO que l'on met en face du client. Ça, c'est l'autre évolution de notre métier. Mais c'est une équipe. C'est une équipe même pluridisciplinaire. SEO, édito, relations presse, UX, data. Voilà, et parce qu'on ne peut plus demander tout à une seule personne et parce que, comme je le laisse entendre, c'est un métier qui s'est vraiment complexifié. Il faut renforcer son jeu. Alors, c'est finalement amené par quoi? Déjà, il y a beaucoup plus d'informations en ligne. Je vous parlais d'AltaVista, alors ça fait rigoler aujourd'hui. Mais effectivement, à l'époque, quand j'avais fait mon devoir de fin d'année, qui au passage m'a sauvé pour avoir mon diplôme, j'étais pas trop mauvais en SEO. Ce qui était intéressant, c'est que rapidement, on pouvait être positionné en tête si on avait à peu près compris le jeu des algorithmes qui étaient finalement très peu évolués avec le recul. Techniquement, il fallait faire en sorte que AltaVista, les moteurs trouvent les différentes pages de votre site pour les indexer. C'est toujours le cas encore aujourd'hui. Donc ça n'a pas changé. Mais par contre, si on répétait un mot-clé dans du contenu, on s'en sortait relativement bien. Et c'était assez bête et méchant. Il y avait finalement un indice de densité au mot-clé, c'est-à-dire combien de fois le moteur trouve le mot-clé sur le nombre total de mots-clés de la page. C'était aussi bête que ça. On n'avait pas cherché très loin dans les algorithmes. C'est une règle de 3 et ça fonctionnait. Sauf qu'évidemment, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc, il y avait beaucoup moins d'informations, les algorithmes étaient bêtes, donc on arrivait très facilement en haut. Et comme tu l'as dit très justement, le jeu s'est durci par ces deux éléments-là, parce que aujourd'hui, on croule sous l'info. La moindre requête, la moindre question génère des milliers, pour pas dire des millions, voire des milliards de réponses. Et pour finalement se détacher des réponses et pour être en haut, être le plus visible et en haut des résultats de recherche, non seulement il faut être bon techniquement, il faut avoir la bonne réponse éditoriale, il faut être autoritaire, et on pourra revenir sur cette notion-là. Être autoritaire, c'est avoir le statut de référence dans son domaine, dans son secteur, être plébiscité par les clients, par les médias, par ses pairs également. Et ça, c'est pas simplement une histoire de lien qui pointe vers votre site, c'est l'aura, et l'aura, c'est la mention de la marque. Voilà, c'est la réputation aussi que vous avez auprès de vos clients. Et d'ailleurs, et je pense que ça illustre bien ce durcissement du jeu, comme tu dis, et puis aujourd'hui, c'est qu'en fait, Google a sorti un autre concept qui s'appelle EAT, Expertise, Autorité et Trustworthiness. Et Trustworthiness, c'est la fiabilité. Et finalement, pour parfaire son algorithme, qui est aujourd'hui géré par une intelligence artificielle qui est supervisée par l'humain. Elle est supervisée par des humains, justement, des quality writers qui viennent finalement simuler des requêtes dans les domaines les plus recherchés du web.
ou les plus exposés aux black hat, aux techniques trompeuses, comme tu dis. Donc la santé, la sécurité, la finance, your money or your life, c'est comme ça que les appelle Google. Et tous ces secteurs-là, donc la banque, etc., tous ces secteurs-là sont beaucoup plus regardés, et ce sont ces quality writers qui viennent simuler des recherches et noter, évaluer sur un certain nombre de critères, hein, une échelle d'évaluation assez précise. Ils viennent évaluer finalement la rencontre, la satisfaction de la rencontre entre une demande d'un côté et la réponse d'une marque de l'autre. Et donc, ça ne laisse plus de place, ça ne laisse plus de champ ouvert au black hat dont on imagine à l'époque, et ça fait rigoler aujourd'hui, les tactiques qui étaient de répéter inlassablement un mot-clé blanc sur blanc. Ça s'est enrichi ensuite, il y a eu des choses beaucoup plus élaborées. Multiplier les liens depuis des forums ou tout un tas de sites vers son propre site pour obtenir des liens artificiellement. Là aussi, ça a évolué. Aujourd'hui, il y a des plateformes de vente de liens. Mais tout ça, finalement, je me dis que ça n'a plus lieu d'être. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on vient construire une stratégie SEO. Et c'est d'abord ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on contribue à construire une marque. Parce que quand on y réfléchit, Google, c'est le premier point de contact entre une marque et ses futurs clients. Voilà, tout simplement. En particulier les intentionnistes. Et si votre promesse, si votre proposition de valeur, si votre expérience utilisateur est mauvaise dès ce premier contact, là, vous vous coupez de toute perspective de business à court terme, à moyen terme, à long terme, et puis vous froissez votre image pour un moment. Donc, je pense que voilà, ça sonne le glas de toutes ces possibilités de black hat. Aujourd'hui, on est des marketeurs et on contribue à façonner les marques. On parle de visibilité naturelle et plus seulement de SEO. Tu as complètement raison. Il y a Google parce qu'il a cette part de marché incroyable. C'est une hégémonie, bien sûr, presque un monopole, sauf peut-être en Russie sur des marchés très protégés pour d'autres qu'on connaît, ce sont d'autres raisons, ou en Chine encore avec Baidu. Mais sinon, effectivement, c'est exclusivement Google. Par contre, il y a d'autres places fortes. Alors, c'est aussi Google, mais oui, il y a YouTube qui est un point de départ pour plus en plus de personnes par le visuel pour trouver des produits ou pour des intentionnistes chercher de l'information. On connaît la place et la valeur du tuto en tout genre sur YouTube, et c'est comme ça qu'une marque peut se positionner. C'est clair que c'est à mettre dans les stratégies aujourd'hui. Mais dans le B2B, il y a LinkedIn également. Donc LinkedIn est là aussi rentre dans les stratégies de visibilité naturelle. C'est un formidable outil qui, s'il est bien arbitré, s'il est bien travaillé, peut permettre d'alimenter une bonne réputation, de construire et de façonner l'image de marque, d'entretenir sa présence avec des utilisateurs. Et puis, plus largement, je le redis, mais l'éditorial chez nous prend une place extrêmement importante. Et en fait, on travaille par les textes, mais on travaille aussi maintenant de la vidéo. C'est encore timide, mais ça prend. Des podcasts, donc l'audio. Et ce sont autant de nouveaux truchements qui permettent à la marque d'extraire son expertise et de mieux la valoriser vers ses utilisateurs. Des infographies, des motion design qui trouvent place dans tout ce qu'on vient de nommer là. Google, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des nouveautés annoncées pour 2022, on pourra en parler tout à l'heure, qui vont dans ce sens-là. LinkedIn, YouTube, d'autres réseaux sociaux aussi, même si globalement les réseaux sociaux ont quand même vocation à être un peu enfermants. Donc il vaut mieux les utiliser de mon petit point de vue pour assurer la présence de sa marque auprès des utilisateurs, mais essayer autant que possible de faire venir sur son site et pas de rester enfermé dans cet écosystème, parce que c'est chez vous que ça doit se passer et pas dans ces écosystèmes. Mais nous, on a un autre métier, ce sont les relations presse. Les relations presse, au départ, on vous dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le SEO ?
Et en fait, dès 2014, on a laissé tomber la fabrication, la construction de réseaux de liens pour les liens, parce que Google nous disait qu'il fallait des liens pour être autoritaire. On s'est gratté un peu le menton et on s'est dit, mais en fait, pourquoi Google nous demande d'avoir des liens? Bah, finalement, si on rapporte à la genèse de Google, Sergey Brin, Larry Page ont créé ça, en s'inspirant d'ailleurs de Baidu, et peu de gens le savent, finalement du modèle des thèses, c'est-à-dire que pour appuyer ma thèse et mon propos en université, eh bien, je cite en référence des ouvrages, des études, des personnes qui ont une réputation, qui font autorité et qui permettent de légitimer ma démarche. C'est la même chose avec le linking. Et le lien en tant que tel est idiot. Ce qu'on cherche, c'est avant tout qui parle de moi. Est-ce qu'il y a une mention? Est-ce qu'il y a un lien? Alors ça, c'est le Graal, parce qu'il y a un passage de trafic. Mais c'est surtout la qualité de celui ou de celle qui mentionne ma marque et pourquoi, dans quel contexte. Et en fait, il nous est apparu assez clair que le lien n'avait rien à voir là-dedans. C'était la marque, c'était ce qu'elle avait à dire, ce qu'elle est, ses temps forts, la valeur qu'elle propose. Et le meilleur moyen d'en parler, ce sont les relations presse, c'est de le dire aux journalistes et de mériter cette visibilité et pas d'aller la chercher au forceps, de la forcer. Et, et qui de plus autoritaire que les médias? Qui est plus autoritaire que les médias? Certainement pas le bloc de Tartampion. Donc les relations presse permettent à la fois de construire une marque, à la fois d'obtenir du trafic, même si ce n'est pas la vocation première, et surtout d'obtenir une mention. Quand Le Monde, les Échos vous mentionnent, ça a une autre valeur que Tartampion, encore une fois, et c'est ainsi qu'on a musclé la proposition. Donc oui, c'est plus large, voilà. Et c'est comme pour l'UX aujourd'hui. L'UX, l'expérience utilisateur, quand on en parle au départ, on nous dit oui, mais l'expérience utilisateur, ça se passe sur le site, c'est pas sur le moteur de recherche. Là, c'est pareil, c'est un parcours. C'est initié chez Google. Je tape un mot-clé, je pose une question à Google, j'arrive sur un listing de réponses, je suis mis en relation avec un annonceur qui me propose une réponse, et quand je clique sur le résultat, il y a une rencontre qui doit se passer. Et là, la rencontre, c'est avant tout affaire d'émotions, affaire de biais cognitifs. Est-ce on répond à ma question? Est-ce que je retrouve les mots de ma question? Est-ce que je vois les premiers mots d'une réponse qui m'amène plus bas dans la page? Mais est-ce que je suis dans un environnement qui inspire confiance? Est-ce que je peux contacter les gens qui répondent qui répondent à ma question? Est-ce que en définitif, est-ce que je serais capable de leur laisser mes numéros de CB en toute confiance et mes datas? Si c'est le cas, c'est super, l'expérience est réussie. Et ça, en tant que SEO, on peut pas l'improviser, c'est l'affaire d'experts, des UX. Et c'est vrai que voilà, ça va beaucoup plus loin dans le champ aujourd'hui d'action que par le passé. Et le lien en tant que tel est idiot. Ce qu'on cherche, c'est avant tout qui parle de moi. Quand on pose une question précise à Google avec du comment et du pourquoi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous faites la requête sur Google, il vous répond directement. Et c'est un espace qui vient au-dessus de la première réponse, s'appelle la feature snippet. Il y a la question, il y a directement la réponse. Ça, c'est un premier élément en fait d'engagement fort. Si on a directement la réponse, ou en tout cas une partie, si elle est bien construite, on est amené à cliquer pour aller voir plus loin. Donc c'est un système on peut y arriver par le calibrage éditorial, si on respecte 500 caractères, éditoriaux. Si on formule la réponse avec une phrase introductive, 3-4 bullet points ou une suite numéraire, en respectant 500 caractères et qu'on est autoritaire, on peut accéder à ces espaces. Ensuite, il y a d'autres espaces dans la liste des liens bleus.
on a le titre. Le titre, c'est vieux comme le SEO, mais comme pour les AdWords, il faudrait que ce soit autant soigné. On le soigne beaucoup en AdWords parce qu'en fait, on paye au clic. Et parce que le SEO est gratuit, on ne le soignerait pas de la même manière. C'est dommage. Si on formule bien et si on teste différentes formulations par les titres, bah déjà, on augmente nos chances de clic. C'est pareil pour la description, qui est juste en dessous, présentée par Google. Et maintenant, il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Ce sont les données structurées. Et les données structurées, elles existent dans plein de domaines. Si vous tapez, par exemple, recette de dinde au marron pour Noël, et ben vous allez voir assez rapidement qu'il y a des données structurées, donc des informations qui vont au-delà du titre et de la description, qui sont l'image, par exemple, pour voir la recette, et en particulier sur mobile. Donc, quel choix d'image on fait, parce que ça aussi, ça aide à cliquer, surtout quand on parle de dinde au marron. Et ensuite, on peut afficher le nombre de calories du plat, le temps de préparation de la recette. On peut aussi lister le nombre d'ingrédients, etc. Et également le nombre d'avis des personnes qui ont fait cette recette et qui en sont satisfaits. Et pour le e-commerce, ce sera le stock, ce sera le prix, les avis aussi sur l'expérience d'achat. Tous ces éléments-là, c'est déjà de l'UX. On n'est pas encore rentré sur le site et ça permet déjà de cliquer plutôt chez vous que chez quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est déjà, ça c'est déjà répondre à des biais cognitifs. Et puis quand on arrive sur le site du client, bah là il y a encore d'autres biais. Et le premier biais, c'est la sensation d'aller vite et d'avoir vite la réponse chez l'annonceur. Est-ce que la page se charge rapidement? On est devenu extrêmement, en tant qu'utilisateur, extrêmement impatient. C'est un peu le même phénomène que quand on va dans l'ascenseur, on clique 4 fois sur le bouton pour que les portes se ferment plus rapidement. On est devenu hyper impatient. Et ben là, c'est pareil, si ça ne se charge pas au bout de 3 secondes, Google nous dit que 50% du trafic repart vers Google, ce qui est quand même très dommage. Donc il faut que ça charge très rapidement, et ça, c'est un peu le fer de lance de Google depuis 2 ans, et ça va pas s'arrêter. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'autres choses qui viennent prendre le relais sur le site, comme je le disais tout à l'heure. C'est est-ce qu'on répond à ma question en résumé dans un chapeau quand j'arrive sur le site, qui est censé me fournir la réponse, avec les bons mots-clés? Est-ce que l'environnement qu'on me propose est rassurant, avec des possibilités d'être appelé, d'appeler, de trouver l'adresse ou un numéro de téléphone de l'annonceur? Est-ce que je sais qui est derrière? Voilà, et est-ce qu'il y a des avis, des témoignages qui me mettent en confiance? Et bien sûr, derrière, c'est l'organisation globale du contenu lui-même et la citation de source qui me permet de me dire « Ok, je suis au bon endroit et je peux faire confiance à ces gens-là ». Donc, c'est un peu tout ça qu'on vient voir là-dedans. Et c'est là que l'expert UX est important, parce qu'on vient lever des points de friction dans cette expérience. Ouais, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, le vocal, la statistique qui circulait, c'est en 2020 en 2020, il y aurait 50% des recherches qui seraient faites par le biais de la voix. Alors aujourd'hui, ça fait là aussi vraiment rire, hein, parce qu'on en est bien loin. Et même, c'est particulièrement infime. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Aujourd'hui, et ceux qui nous écoutent, les auditeurs qui nous écoutent s'en rendront compte. Si je dis OK Google, évidemment, vous avez le téléphone qui s'allume. On est écouté en permanence. Et peut-être que dans les statistiques, il y a ces chiffres-là. Je l'utilise de temps en temps. Bon, ça fonctionne, hein, c'est assez intéressant. Mais pour paraphraser Google lui-même, ça va plutôt rechercher, ça va plutôt compléter les recherches que l'on peut faire de façon traditionnelle par la bonne vieille question qui est tapée. Pourquoi? Parce que Google est un oracle aujourd'hui, est un confident, et qu'on recherche tout
et n'importe quoi sur Google, même les choses les plus intimes dont on ne parle même pas à son partenaire ou à ses amis. En particulier dans le domaine de la santé, par exemple. Et je pense que c'est un frein aussi à l'utilisation. Ça n'engage que moi, mais je pense que c'est un frein. Par contre, donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, les features snippets dont je parlais tout à l'heure, le fait de proposer des réponses courtes à des questions courtes et d'après proposer un article plus approfondi en réponse, le feature snippet est une réponse au vocal. Donc là-dessus, rien de nouveau, je dirais. Par contre, ce qui a été sous-estimé et qui arrive en 2022, et là je le vois comme un vrai changement de paradigme sur Google, c'est la fonctionnalité Google Lens avec l'algorithme Google Mum, comme maman, qui, je vais t'en dire un petit peu plus, qui lui a pour vocation de déplafonner la recherche Google, non plus avec le mot-clé, mais avec les images. Et par exemple, si tu vas sur ton téléphone, tu vas voir qu'en ouvrant Chrome, maintenant, tu as non seulement le micro par défaut qui est disponible à côté du champ de recherche que tu peux utiliser avec ton clavier, mais en plus, maintenant, tu as un appareil photo. Et tu peux photographier ce que tu veux autour de toi en meubles, en vêtements. Si tu restes appuyé 3 secondes dessus, en fait, ça va faire travailler l'intelligence artificielle de Google Lens, repérer, donc l'intelligence artificielle va repérer ce sur quoi tu te focalises. Par exemple, je ne sais pas moi, un joli fauteuil dont tu ne connais pas le nom mais qui t'intéresse bien, et comme tu n'as pas le vocabulaire architectural, design, eh bien tu fais confiance à Google. Et là, Google te dit, ça c'est un fauteuil Barcelona de Mies van der Rohe. Et si tu en cherches, il y a soit des copies, soit l'original. Et voilà où tu peux le trouver. D'ailleurs, il existe dans plusieurs couleurs. Et puis, tu peux t'informer dessus, tu peux l'acheter, tu peux avoir des avis clients. Et tout ça en même temps, vidéo, audio, texte. C'est ça Google Mum. Et ça vient par le visuel. Et c'est un vrai changement parce que ça va nous emmener beaucoup plus loin que le champ texte, parce que le champ texte finalement est une limite en soi, parce qu'on est limité par nos connaissances, parce qu'on est limité sur la façon de demander, par conséquent, sur notre niveau de vocabulaire ou de maîtrise de la langue française, alors que l'image, finalement, c'est une interprétation algorithmique, et là, ça ouvre le champ des possibles beaucoup plus loin. Voilà, ça va être un vrai changement. Par contre, ce qui a été sous-estimé et qui arrive en 2022, et là je le vois comme un vrai changement de paradigme sur Google, c'est la fonctionnalité Google Lens avec l'algorithme Google Mum. Il est temps de donner au SEO ses lettres de noblesse, parce que le SEO a changé et qu'il provoque des rencontres, et que c'est aujourd'hui et depuis 20 ans le meilleur rapport coût-contact dans l'arsenal marketing qui est à sa disposition. Aujourd'hui, on peut tout mesurer, et y compris le ROI du SEO, qui est devenu beaucoup plus réactif que par le passé. Je n'oppose pas du tout le SEO aux autres canaux d'acquisition, bien au contraire, c'est une amplification nécessaire. Les réseaux sociaux, le payant, donc l'affiliation, l'emailing, etc. Le on, le offline. Il faut avoir une approche holistique, pardon pour le lieu commun. En fait, il faut ouvrir les cloisons, faire tomber les cloisons, mettre tout ce petit monde, tous ces experts, quand bien même vous travaillez avec des agences autour de la table, et elles ne tireront pas la couverture à soi si elles doivent œuvrer intelligemment pour un objectif commun qui est plus de conversion. Je remercie David d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'ASAP.